Radio Judaïka, Fréquence Europe, Olivier Singer. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette émission spéciale consacrée aux 75 ans du Conseil de l'Europe. Nous avons l'honneur d'accueillir pour cette émission Madame Maria Pejcinovic-Buric, qui est la secrétaire générale de cette organisation depuis presque 5 années. Bonjour Madame la secrétaire générale. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors le Conseil de l'Europe, dont vous êtes la secrétaire générale, fête cette année ses 75 ans. Créé le 5 mai 1949 par 10 États, il est installé à Strasbourg et compte aujourd'hui 46 membres depuis l'exclusion de la Russie. Bien qu'il soit souvent éclipsé par l'Union européenne, le Conseil de l'Europe constitue un pilier essentiel de la construction européenne, œuvrant sans relâche pour la promotion de la démocratie, la protection des droits humains et l'état de droit en Europe. Donc depuis sa création, le Conseil de l'Europe a adopté plus de 200 conventions internationales, dont la célèbre Convention européenne des droits de l'homme. Aujourd'hui, il fait face à de nouveaux défis, comme la guerre en Ukraine, l'intelligence artificielle et la protection de l'environnement en tant que droit humain. Alors, Madame la secrétaire générale, pour débuter cet échange, pourriez-vous nous rappeler ce qu'est vraiment le Conseil de l'Europe et surtout ce qu'il n'est pas, parce qu'il est souvent confondu avec l'Union européenne? Vous avez tout à fait raison et je peux comprendre cette confusion à première vue. Après tout, les deux, l'Union européenne et le Conseil de l'Europe, ont été créés d'une même idée de communauté européenne. Mais au-delà de ça, il y a deux symboles qui sont très importants, l'hymne européen et le drapeau européen, qui en fait était d'abord le drapeau européen. Il a été créé au Conseil de l'Europe en 1955. Et après, l'hymne européen, depuis des années 80, a été utilisé par le Conseil de l'Europe. Après, ces symboles ont été pris par l'Union européenne. Et en plus que les symboles qu'on partage maintenant, c'est aussi le fait que dans plusieurs langues, les deux institutions ont le même nom ou presque. Et donc, c'est de là où vient la confusion. Mais à part ça, le Conseil de l'Europe est une organisation intergouvernementale qui est vraiment dans ce genre très différent de l'Union européenne. Elle a pour but de promouvoir et protéger le droit de l'homme, la démocratie et l'état de droit, comme vous le venez de dire. Le Conseil de l'Europe a maintenant 46 États membres, tandis que l'Union européenne en a 27, mais en même temps, tous les membres de l'Union européenne sont les membres du Conseil de l'Europe. Il a adopté 223 traités dans tous les domaines, à l'exception de la défense, parce que le Conseil de l'Europe était créé en même temps que l'OTAN, et donc l'OTAN a quelques mois de plus que le Conseil de l'Europe, donc il a été créé au mois d'avril, ou même pas quelques mois, quelques semaines, et le Conseil de l'Europe au mois de mai. Et donc, la défense était exclue verbatim de notre statut. Sinon, je crois, si ce n'était pas le cas, je crois que nos pères fondateurs auraient voulu que le Conseil de l'Europe pourrait s'occuper de toutes les questions. Donc, hors la défense, le Conseil de l'Europe est présent aujourd'hui même dans tous les domaines. La convention cadre, si on peut dire, c'est la Convention européenne des droits de l'homme, mais peu de temps après, donc dans les années 50, et une autre convention très importante a été mise en place, c'est la Convention européenne de culture, donc qui est à la base en fait aussi de ce qu'on fait au Conseil de l'Europe, et aussi la Charte européenne des droits sociaux. Donc il y a des piliers qui font vraiment le socle de ce qu'on fait au Conseil de l'Europe. Alors on voit le champ est très large et votre fonction est aussi très large. En quoi ça consiste donc la fonction de secrétaire général d'une organisation telle que le Conseil de l'Europe ? La secrétaire générale, je suis que la deuxième parmi les 14 jusqu'à maintenant. Après Madame Lalumière. Oui, après une excellente dame de la politique française, mais aussi politique européenne, Madame Catherine Lalumière.
Donc, la secrétaire générale est la chef de l'organisation et bien sûr, elle a pour attribution la gestion stratégique de l'organisation. Donc, si vous voulez le dire au plus simple, c'est la voix et le visage du Conseil de l'Europe. Un visage qui va être remplacé puisqu'il y aura une élection. On y reviendra au cours de cette interview. Revenons sur le grand sujet qui aura marqué le Conseil de l'Europe, mais pas que le Conseil de l'Europe. Donc après l'agression de la Russie en Ukraine, le Conseil de l'Europe a décidé le 16 mars 2022 d'exclure la Russie de son organisation. Pourquoi cette décision a-t-elle été prise? On peut le comprendre, mais surtout, comment vous expliquez que d'autres organisations n'aient pas eu ce courage ou n'aient pas souhaité, comme l'OSCE ou autres, exclure la Russie de leur organisation? Laissez-moi d'abord commencer par l'idée qui était derrière cette unité européenne qui, dans les idées de nos pères fondateurs, était telle de vraiment envelopper tout le continent. Donc, dès que ce serait possible d'avoir tous les pays européens dans le Conseil de l'Europe, ce qui au début n'était pas le cas, qui a changé notamment avec le mandat de Madame Catherine Lalumière dans fin des années 80, début 90, où il y avait eu un grand élargissement du Conseil de l'Europe qui, à l'époque, a accueilli parmi les premiers pays aussi, la Fédération de Russie. Donc l'idée, c'était vraiment d'avoir tout le monde autour de la table et de se parler, de dialoguer et d'ouvrir des voies et la compréhension, mais toujours basée sur les principes fondamentaux, sur les libertés fondamentales. Et donc, c'était le départ. Donc, le choix d'exclure un État membre, le plus grand à l'époque, d'ailleurs le plus grand pays du monde, n'était pas évident, mais le choix était inévitable. À ce moment, avec son agression à grande échelle de l'Ukraine, la Russie a décidé de rompre avec vraiment les principes qui sont à la base du Conseil de l'Europe, et cette violation flagrante de notre statut a eu comme conséquence inévitable l'expulsion de la Russie de notre organisation. C'était une décision difficile, quoique je dois dire qu'elle était faite immédiatement. C'était vraiment, moi-même, le jour même de l'agression, de la nouvelle agression, je dois dire, de la Russie, le 24 février 2022, j'ai fait une déclaration en appelant à la Russie de revenir la voie diplomatique, de se retirer complètement de territoire ukrainien. Et si elle ne le ferait pas, que le statut est assez clair ce qu'il faut faire. Malheureusement, ils n'ont rien fait. Le comité de ministres a réagi le 25 déjà. Donc, selon le statut, c'est pas immédiatement l'exclusion, c'est d'abord la suspension et a demandé l'avis de l'Assemblée parlementaire, qui est un autre organe du Conseil de l'Europe, qui a réagi dans 2 ou 3 semaines qui ont suivi. Et donc la Russie, le résultat, c'était qu'elle était exclue le 16 mars 2022. Pourquoi les autres ne l'ont pas fait, c'est difficile à dire. Pour nous, le choix était difficile mais très clair et juste. C'est vrai que c'est allé très vite. Et quelles ont été les conséquences? Parce qu'il y a quand même des conséquences. Vous avez dit c'est le plus grand pays du monde, mais c'est aussi le premier contributeur au budget du Conseil de l'Europe. Quelles ont été les conséquences de cette exclusion sur le fonctionnement de l'organisation et sur la coopération maintenant avec les 46 États? Est-ce que ça a eu des conséquences? Vous avez tout à fait raison. La Russie, avec 4 autres États, était le grand contributeur. Donc, ce qui représentait à l'époque la contribution de la Russie était égal à plus ou moins le 12% de notre budget, ce qui est énorme. Mais nos États membres se sont mis d'accord immédiatement que d'abord, ils vont combler le vide pour le budget de 2022 et qu'on a repensé le budget pour le futur. En fait,
il est vrai que les Russes pensaient que sans eux, d'abord, la mission du Conseil de l'Europe sera mise en cause, parce que ce n'est plus la totalité de l'Europe. Et deuxièmement, il avait pensé aussi que le rapport financier va bousculer l'organisation. Ce qui s'est passé, c'est tout le contraire. Donc, c'est que nos États membres se sont mis d'accord immédiatement, donc qu'ils vont faire repenser le budget. Et je peux vous dire que depuis l'année dernière, on a pour la première fois depuis 17 ans une croissance réelle dans notre budget. Donc, ce qui s'est passé, ça a marché dans le sens inverse. Donc, on a aussi eu entre-temps, et un peu aussi parce qu'il y avait ce changement géopolitique en Europe et dans le monde, on a eu seulement notre 4e sommet des chefs d'État et de gouvernement à Reykjavik, qui a aussi, en fait, renforcé l'unité des États membres, y incluant le budget qui est plus important, plus grand. D'ailleurs, pas seulement parce qu'on n'a pas la Russie avec nous, mais parce que les défis, que vous en avez mentionné quelques-uns au départ, qui sont de plus en plus grands. Donc, on a renforcé l'organisation. On a bien sûr mis en avant notre aide à l'Ukraine, mais on a aussi avancé les dossiers dans plusieurs autres domaines qui sont importants pour le présent et le futur. Alors pendant votre mandat, le monde et l'Europe ont été confrontés à des crises majeures, pas seulement la guerre d'agression en Ukraine, il y a eu cette pandémie mondiale. Pensez-vous que les institutions du Conseil de l'Europe ont su résister? On a parlé avant de l'Assemblée parlementaire, il y a aussi la Cour européenne des droits de l'homme, a pu résister à tous ces événements. Comment avez-vous personnellement, là c'est plus une question pour vous, parce qu'on s'imagine que ces événements ont dû bouleverser votre travail en tant que secrétaire général, comment on gère au quotidien de telles situations? Écoutez, je ne peux pas parler d'autres mandats de mes prédécesseurs, mais il est vrai que dans ce mandat, il y a eu des crises majeures, commençant par la pandémie que vous venez d'évoquer, mais aussi l'expulsion d'un État membre, la guerre sur le sol européen dans un de nos États membres, donc la crise, si vous voulez, les deux crises ont basculé la mode de vie, pas seulement dans notre continent, mais aussi en général. On avait pensé que dans le monde, tout allait se passer bien, que le transport fonctionnerait toujours, qu'on peut travailler ou faire les provisions en Chine ou ailleurs sans aucun souci. Donc, je crois les deux événements, pour ce qui est le continent européen, mais je crois aussi pour le reste du monde, il nous a montré que non, on ne peut rien prendre pour acquis, on ne peut jamais penser qu'on a des modes et d'une manière de vivre qui restera toujours la même. Donc oui, c'était très, très difficile, et je dois dire, en me présentant pour la secrétaire générale du Conseil de l'Europe, je n'avais aucune idée, d'ailleurs je crois que non, personne n'en avait, qu'on allait envisager les deux crises majeures. Et je peux vous dire, pour ce qui est pandémie, on a immédiatement compris que oui, il y a un danger, que personne n'est pas complètement apte ou prêt à réagir immédiatement, parce qu'il n'y avait pas eu de telle crise, mais que les gouvernements ont d'abord la tâche à s'occuper de la santé et de la vie des citoyennes et des citoyens. Donc, il faut protéger la vie. Et là, on était tous d'accord. On avait tous peur de ce qui allait se passer. On espérait les vaccins, par exemple. C'est peu connu que le Conseil de l'Europe héberge aussi une pharmacopée européenne qui est basée aussi ici à Strasbourg, d'ailleurs qui fêtera d'ici
quelques jours, 60e anniversaire, et qui a joué un rôle important pendant la pandémie, en effet, parce qu'ils ont enlevé les coûts de ce qui est la production des nouveaux médicaments. Donc, et mis à part qu'ils ont aussi donné certaines donations pour aider au quotidien le ménage de cette crise. Mais la pharmacopée a aussi donc joué un rôle. Mais à part ça, donc ce qu'on s'est dit et qu'on a vu, c'était que en sauvant les vies, les gouvernements peuvent être tentés ou le faire involontairement, des infractions sur les libertés et les droits fondamentaux. Donc, on a dit envoyer on appelle ça une boîte à outils à nos gouvernements en disant, oui, vous avez le droit, y inclut la Convention européenne donne le droit de proclamer l'état d'urgence, donc avec une procédure, mais il y a des choses qui ne peuvent pas se produire dans aucune circonstance. Donc, on a essayé de leur dire, faites ce qu'il faut faire pour sauver des vies, mais faites attention qu'en faisant ça, vous appliquez nos standards et nos règles. Donc, c'est là où on a vraiment compris que le Conseil de l'Europe et les instruments que le Conseil de l'Europe a ont pu aider. Pour ce qui est la crise, la guerre et l'expulsion de la Russie, on s'est rendu compte aussi que voilà, on a voulu, on a pensé, on a fait tout pour ne voir plus jamais ça, donc de ne pas avoir une guerre de telle échelle. On a eu des guerres, malheureusement, après la Deuxième Guerre mondiale en Europe, mais celle qui se passe couramment en Ukraine, c'est de jamais vu. Donc voilà, et c'est pas le Conseil de l'Europe qui a échoué, c'est en fait un grand pays qui a décidé de rompre avec les principes et les standards du Conseil de l'Europe. Et c'est ça qui est le résultat, c'est la guerre et la destruction. Donc, en fait, on s'est rendu compte aussi que si on veut que la prospérité pour nos sociétés, il faut veiller à ce que les standards soient toujours appliqués. Parce que à côté de la guerre, ou lié avec certaines choses qui ont mené à la guerre, c'est le recul démocratique qui a été présent depuis de longues années dans la Russie, mais pas seulement dans la Russie. Donc, on s'est rendu compte qu'il faut renverser ce recul, et c'était une des décisions à Reykjavik aussi, comment travailler pour aider nos États membres de faire renverser ce recul démocratique qu'on voit en Europe. Donc voilà, on a chaque fois, je crois qu'on a appris la leçon, on est sorti plus fort qu'auparavant, mais il faut dire, il faut rien prendre pour l'acquis. Il faut toujours veiller. Par exemple, il y a cette année, c'est l'année exceptionnelle des élections partout en Europe, dans le monde. Et donc, ce que je dis toujours, bien sûr, la démocratie, c'est d'abord, c'est d'aller aux urnes, de se présenter aux urnes. D'abord, il faut voter. Après, comment on vote, c'est le choix personnel. Mais si les gens ne veulent pas aller voter, ce qui n'est pas une chose qui ne se passe pas, bien sûr, après, il y a une minorité qui décide pour la majorité. Donc, si les gens veulent que la majorité emporte, mais vraiment la majorité de nos sociétés, il faut d'abord penser aller voter. Et bien sûr, il y a aussi toute question de désinformation et tout cela. Donc, il y a beaucoup plus à travailler. Mais si on commence par les choses qui sont basiques, c'est de ne pas s'abstenir des votes. Alors, je reviens sur l'Ukraine, puisqu'il y a eu l'exclusion, mais il n'y a pas que eu ça. Quelle position et action le Conseil de l'Europe a-t-il entrepris pour soutenir l'Ukraine, puisque là aussi, maintenant, les événements sont là, et comment le Conseil de l'Europe entend aider l'Ukraine ?
Si vous voulez que je le dise en un mot, c'est la redevabilité. Du point de vue du Conseil de l'Europe, nous avons suivi cette idée de redevabilité, donc la responsabilité, d'un certain sens, de la Russie pour tout ce qui est les crimes et les dommages qui ont été faits à l'Ukraine. Donc cette idée de redevabilité était déjà présente dans ma déclaration de journée même où ça a recommencé le 24 février. Peu après, enfin c'était aussi l'idée d'exclure la Russie, c'est dans le même cadre. Par exemple, l'aide à l'époque à la procureure générale, maintenant le procureur, ça continue, est venue déjà début mars 2022. Elle m'a appelée et elle a dit, écoutez, ce qu'on voit sur le terrain, c'est qu'il y a des gros dommages, mais aussi des dégâts, des infractions aux droits de l'homme, des crimes de guerre, etc. Mais ce qui est surtout important pour avoir cette redevabilité, c'est de recenser les preuves d'une manière qui sera utilisable par les cours nationaux ou les cours internationaux par la suite. Donc, c'était vraiment d'un jour à l'autre que mes collègues ont voyagé à la frontière avec l'Ukraine et Hongrie et qui se sont mis d'accord avec elle. Comment va-t-on faire? Et on continue à le faire. Le plus grand soutien qu'on a eu, et c'était en fait aussi une des grandes décisions du sommet de Reykjavik, c'était de mettre en place un registre de dommages. L'idée étant qu'il fallait trouver un moyen d'avoir un registre de dommages qui sera en place et effectif immédiatement. Donc si on allait passer par un traité international, ça aurait pris des années à le faire d'abord mise en place et après la ratification. Donc au Conseil de l'Europe, on a un cadre juridique qui nous a permis et qui a été d'ailleurs accueilli maintenant par 43 États membres, tous les membres de G7 et l'Union européenne. Donc on a maintenant 44 membres de registre qui est la première partie d'un système global d'indemnisation. Donc le registre doit recenser les données, les requêtes, mais après il y aura et doit y avoir une commission et un fonds qui va alimenter une fois quand il soit décidé de comment et combien. Ce sera certainement quand le conflit sera terminé, tout ça. Mais il faut continuer. Par exemple, le registre est fonctionnel depuis le début de mois d'avril. Il est basé à La Haye, avec une antenne à Kiev, qui a été ouverte le 22 mars. Donc voilà, et maintenant il y a plus que 2500 requêtes qui ont été déposées pour le donc c'est pas on a ouvert pour on s'est dit il faut voir une approche centrée sur les victimes. Donc d'abord on s'est dit ça doit être pour les dommages infrastructuraux qui doivent, par exemple, si on veut que les gens reviennent à la vie, à la normalité, ils doivent d'abord reconstruire les lieux où ils puissent habiter, ou si c'est le système des services publics, les écoles, etc. Donc on a commencé. Mais le registre va ouvrir aussi pour d'autres types de dommages, j'espère d'ici quelques mois. Donc on attend vraiment des milliers et des milliers de requêtes qui seront déposées là. Donc voilà. Et à part ça, on a aussi un plan d'action de résilience, relance et la reconstruction pour l'Ukraine, d'ailleurs le plus grand qu'on connaît au Conseil de l'Europe, avec une idée d'aider l'Ukraine pendant la guerre. Et ce qui est admirable avec l'Ukraine et les autorités et son peuple, c'est que ils sont capables de mener cette guerre, mais en même temps de reformer le pays et de le préparer. Comme vous le savez, ils sont devenus candidats et commencer les négociations avec l'Union européenne. Donc, tout ce qui appartient au socle, les
soi-disant les critères politiques, ça provient aussi des critères du Conseil de l'Europe. Donc nous, on s'est dit, on l'a fait par le passé, on le fait couramment pour d'autres pays candidats à l'Union européenne, on peut le faire pour l'Ukraine, d'ailleurs pour la Moldavie et on va voir encore pour la Géorgie, qui recule un peu dans le Conseil de l'Europe a toujours été, on disait que c'était un premier passage avant l'Union européenne. Voilà, c'est donc ça continue. Alors, on va aller assez vite sur la guerre en Ukraine. On a vu tout à l'heure qu'elle a transformé le Conseil de l'Europe. C'est une question que l'on a vue. Si vous avez quelque chose à peut-être ajouter, en quoi peut-être cette guerre a vraiment fondamentalement changé le Conseil de l'Europe, hormis le fait qu'elle a ressoudé, on a compris qu'elle a ressoudé les États. Oui, tout à fait. Je viens de le dire, je crois que c'est un rappel pour nous tous que les droits, nos droits et nos libertés on a presque oublié qu'ils existent parce que elles sont en place, on les prend pour la normalité. Donc ça nous a rappelé, nos libertés et droits ne doivent jamais être donnés comme acquis. Donc, et lorsqu'un État rompt avec ses valeurs et ses principes, les conséquences sont les plus terribles qu'on ait connues par le passé, la guerre et la destruction. Donc au Conseil de l'Europe, nous devons travailler sans relâche pour renverser le recul démocratique. Alors sur un autre sujet, c'est aussi passé un autre événement que je n'avais pas cité, c'est les événements dans le Haut-Karabakh qui opposaient spécialement l'Azerbaïdjan contre l'Arménie. De manière générale, comment le Conseil gère ces conflits et facilite-t-il le dialogue entre les parties au conflit? Parce que là, on a eu une rupture avec la Russie, mais là, comment on fait, puisque les deux pays sont encore membres? Écoutez, les deux pays sont admis au Conseil de l'Europe la même année. C'est 2001. Et donc, quand ils ont été admis, ils se sont mis d'accord, ils ont dit qu'ils allaient faire de leur mieux de chercher la solution pour les conflits qu'ils avaient déjà eus, il y avait déjà des guerres, d'une manière paisible et diplomatique. Donc, c'est une responsabilité partagée de deux États. De notre côté, nous avons toujours appelé, moi j'ai toujours appelé quand il y avait bien sûr eu la crise, et la dernière n'était pas si... c'était vraiment l'année dernière. Donc, on a toujours appelé qu'il faut chercher les moyens paisible et pacifique de trouver une solution. Donc notre réponse à cette dernière crise, c'était d'abord d'aider à l'Arménie, parce qu'il y a eu un énorme influx des gens de Karabakh qui se sont présentés dans quelques jours seulement en Arménie. Donc aucun pays ne pouvait pas d'un jour à l'autre gérer des besoins d'autant de personnes. Ils sont plus que 100 000. Donc, on a essayé, j'ai envoyé immédiatement ma représentante spéciale pour l'immigration pour y aller, pour voir quelle serait la meilleure façon pour le Conseil de l'Europe d'aider. Donc, on a mis ce qu'on appelle un programme spécial qui vaut 2,8 millions d'euros pour aider cette population. D'autre part, moi, je me suis présentée dans les deux capitales. J'étais d'abord à Bakou en décembre dernier, et mon principal message, c'était que la Convention européenne des droits de l'homme s'applique dans tout le territoire des 46 États membres. Donc, pour toute personne voulant revenir à Karabakh, ils doivent appliquer la Convention. Donc, c'était parce qu'à l'époque, on se disait, oui, les gens se sont enfuis, mais c'est là où ils étaient nés, leurs ancêtres étaient là, donc ils ont tout droit de revenir, mais de revenir en dignité et en sécurité. Donc il y avait ces deux messages. Donc si les personnes voulaient rentrer, ça doit se passer en dignité et sécurité, et c'est ce
ce que doit sécuriser l'Azerbaïdjan. Mais en même temps, j'ai réitéré ce que nous, on a fait depuis toujours avec les deux pays, c'est les mesures de confiance. Donc, nous avons déjà fait, et par le passé, c'était assez bien de voir les jeunes, les journalistes, la société civile. On essaie aussi de trouver, si possible, les médiateurs publics qui se rencontrent et qui, pour des questions qui sont un peu en dehors de politique de tous les jours, de travailler ensemble et de trouver un moyen de se parler. J'étais aussi en Arménie cette année, donc j'ai parlé aussi au Premier ministre Pachinian, et j'ai passé le même message en disant aussi qu'il me paraît essentiel que les deux pays, par eux-mêmes, cherchent un moyen de trouver une solution qui est pérenne pour la paix entre les deux pays, avec tout ce que ça concerne. Ça concerne aussi la délimitation des frontières et beaucoup de questions qui sont très difficiles, qui prendront du temps, mais c'est bien que les deux pays se parlent. Par exemple, le jour où j'avais atterri à Bakou, les deux, il y avait eu une déclaration jointe. Donc, ça semblait à l'époque aller bien, mais c'est vrai qu'il y a un pas en avant et deux en arrière. Donc, mais ce qui est important, on est aussi sous l'influence russe aussi. Voilà. Mais ce qui est important, c'est une zone géopolitiquement très bousculée et très importante en même temps. Donc, il ne faut jamais penser que c'est seulement le conflit entre les deux pays. Ça a une importance pour tout le continent, même la partie asiatique qui est voisine. Et donc, il faut vraiment... le Conseil de l'Europe est un projet de paix. Donc, le message venant de la secrétaire générale du Conseil de l'Europe ne peut être autre que celle de la paix. Donc, j'ai toujours appelé à chercher la paix, en sachant que c'est pas facile, surtout quand il y a des crises, quand il y a eu les guerres, quand il y a toujours des personnes dont on ne sait pas le sort et tout ça. Tout ça, il y a une histoire qui pèse beaucoup, mais je crois c'est un peu l'idée du Conseil de l'Europe de regarder de l'avant et d'essayer de surmonter les problèmes du passé. Mais en disant ceci, je sais que c'est un sujet très difficile, très sensible, mais il faut y travailler et il faut qu'il y ait les personnes qui sont courageuses et qui peuvent dialoguer ensemble, même quand il y a par-ci par-là aussi des voix qui sont plutôt les voix guerrières, etc. Donc il faut essayer de réduire les tensions et d'essayer de travailler là où il est important de travailler, où il est possible de travailler. Et à mon sens, chercher une paix durable serait bénéfique pour les deux pays, mais pour l'Europe et pour le Conseil de l'Europe en tant que... Le Conseil de l'Europe pourrait bientôt à nouveau compter qu'à 47 États membres. En avril, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a donné un avis favorable à l'adhésion du Kosovo. La décision finale appartient donc au comité des ministres qui se réunira donc fin juin. Que pensez-vous, vous, de cette adhésion, sachant que certains États membres ne reconnaissent pas l'État du Kosovo ? Bah, écoutez, cette question est très complexe, on le sait tous, mais cette question, comme vous l'avez justement mentionné, est dans les mains de notre comité des ministres. Donc, on avait eu une ministérielle qui n'a pas eu ça sur l'agenda. Il y a quelque chose qui est encore à faire du côté de Kosovo. Mais bien sûr, c'est quand cette question sera sur l'agenda, ça sera décidé par nos ministres. Donc, pour la secrétaire générale, il y avait seulement un travail au départ, ce qui était de transmettre
la lettre que j'ai reçue au comité de ministres. Alors pour rester un peu dans l'actualité du Conseil d'Europe, l'actualité du moment, le comité des ministres a adopté la convention cadre sur l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que vous pensez de cette convention cadre, puisque c'est la première convention sur l'intelligence artificielle, et pensez-vous qu'est-ce qu'elle apporte en matière de droits de l'homme? Écoutez, si je peux dire comme cadre général, le travail sur cette convention montre que le Conseil de l'Europe prend l'âge, donc il a 75 ans maintenant, mais il s'adapte toujours aux besoins et défis de présent. Donc maintenant, il y a la question de l'intelligence artificielle qu'on a cru pendant de longues années qu'elle apporte, comme technologie d'ailleurs, qu'elle apporte seulement des bénéfices, mais on s'est rendu compte que ça peut aller aussi au détriment des droits et des libertés fondamentaux. Donc on s'est dit, qui autre que sinon le Conseil de l'Europe ne fera pas un travail d'envergure sur réunir des États membres du Conseil de l'Europe, mais aussi d'autres pays autour du monde, parce que c'est une question globale. Donc pour négocier ce traité, on a pris plusieurs années. On a tous les 46 États membres, on a tous les pays de l'Amérique du Nord, on a quelques pays de l'Amérique du Sud, on a l'Australie, on a le Japon et la Corée du Sud, mais on a aussi Israël. Donc on a eu, mais ce qui était intéressant cette fois-ci, on a réussi 70 autres acteurs qui venaient de sociétés privées, de la société civile, de l'académie, etc. Donc tous ces gens-là ont fait un grand travail et je suis très reconnaissante qu'on a pu terminer le travail pour avoir adopté cette nouvelle convention cadre à notre ministériel au mois de mai ici à Strasbourg. Et en fait, elle est un traité global, à portée globale. On va, j'espère, l'ouvrir à la signature d'ici quelques mois à Vilnius. Et s'il y a une question qui presse aujourd'hui d'avoir un cadre juridique en ce qui concerne tout le cycle de développement et d'application de l'intelligence artificielle, c'est vrai que le temps compte, parce que surtout maintenant, ces technologies se développent aussi vite. Donc, il était important de la faire, de négocier, d'adopter. Maintenant, c'est important de la ratifier et de la mettre en œuvre, parce que c'est vraiment crucial, mais pas seulement pour les pays européens, mais aussi pour le monde entier. On arrive à la fin de cette interview. Il nous reste deux petites questions. Les droits de l'homme et l'état de droit en général, ainsi que les décisions de la Cour en particulier, sont de plus en plus critiquées. On en a parlé tout à l'heure, qu'il y a des voix qui sont de plus en plus, on va dire, illibérales, ou que c'est un peu comme ça qu'on les appelle, dans certains pays, sur ces sujets-là. Comment vous expliquez cela et comment le Conseil de l'Europe peut agir pour faire respecter finalement ces arrêts de la Cour? Écoutez, ce que je dis toujours à nos États membres et à toute personne me demandant la question pour les arrêts finaux de la Cour européenne des droits de l'homme, il n'y a pas de l'exécution des arrêts à la carte. Elles doivent, par la loi, elles doivent être mises en place. Donc, aucun État ne peut avoir l'exception. Il est normal qu'il y ait dans les sociétés démocratiques, qu'il y ait des débats autour des arrêts de la Cour, mais le principe que c'est par la loi que les États membres doivent les mettre en œuvre, c'est ça. Donc, chacun a droit à son avis, mais dans notre système fondé sur l'état de droit, il n'est pas question que les arrêts peuvent ou ne peuvent pas être exécutés. Ils doivent être exécutés. Et la dernière question, il y a eu un arrêt là, récemment sur un sujet qu'on a appelé historique, c'est la condamnation de la Suisse par la Cour européenne des droits de l'homme pour inaction climatique. Comment vous considérez, vous aussi, que c'est un pas historique pour la Cour d'avoir retenu Absolument. Je crois qu'il y avait eu beaucoup d'attention un peu partout. Les gens venant des différents milieux voulaient voir les choses différentes. Je crois que ce qu'on a vu, que la Cour a jugé que la Convention consacrait un droit
à une protection effective par les autorités de l'État contre les effets néfastes et graves de changements climatiques sur la vie, sur la santé, le bien-être et la qualité de vie. Donc elle a aussi considéré que l'association requérante avait été habilitée à agir pour se plaindre des menaces liées au changement climatique en Suisse. Mais soyons clairs, bien que l'affaire concerne la Suisse, car les requérantes sont suisses, je pense que cet arrêt devrait nous pousser pour trouver davantage de solutions communes parmi nos 46 États membres pour répondre aux défis posés aux droits humains par le changement climatique. Et d'ailleurs, c'était aussi au centre de nos de décisions, mais aussi des discussions au sommet de Reykjavik. Vous terminez votre mandat de secrétaire général du Conseil de l'Europe. Êtes-vous optimiste avec tout ce qu'on a dit là? Est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir du Conseil de l'Europe et de l'Europe en général? D'abord, je suis optimiste par nature, ce qui aide dans les situations qui sont difficiles. Mais revenons au problème qu'on a, plutôt aux défis qu'on voit. Oui, je suis optimiste parce que le Conseil de l'Europe a toujours su s'adapter et trouver des solutions qui aident nos États membres pour chercher et trouver les bonnes réponses. Mais ce qu'il faut aussi, c'est avoir la volonté politique de nos États membres de mettre en place tout ce qui est les standards et les principes du Conseil de l'Europe. Donc, ensemble, on peut faire avancer les choses. On ne peut pas prévenir les crises futures. Il y aura par le futur. Mais ce qu'on peut faire, c'est de faire une résilience par une voie de travailler encore plus sur les principes et les libertés fondamentales. D'abord, pour les protéger par tous les moyens, surtout juridiques. Mais pour le faire, il faut vraiment avoir aussi une force et volonté politique de tous de le faire. Et je crois qu'ensemble, on y arrivera. Alors merci Madame Pejčinović-Burić d'avoir participé à cette émission et de nous avoir consacré beaucoup de temps, peut-être plus de temps que ce qui était prévu. Merci à vous. Quant à nous, on se retrouvera bientôt pour une nouvelle émission Fréquence Europe. À bientôt. À bientôt, merci.